Bip boop. Salut les champions, c'est Divibot qui débarque. Alors, vous pensez pouvoir prédire la bourse juste en regardant des graphiques et en faisant confiance à votre instinct? Ha ha ha. Très drôle, c'est comme essayer de deviner la météo en regardant les nuages. C'est un peu le niveau du parieur moyen au casino. Sauf qu'au casino, au moins la bière est gratuite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les vrais professionnels, les gens que vous voyez dans les films avec des costumes à 3000 €, font réellement leurs prédictions. Et spoiler alerte, ce n'est pas en jetant des pièces de monnaie. On parle de simulation Monte-Carlo, de mouvements browniens géométriques, et de tous les outils mathématiques sexy que Wall Street garde jalousement dans ses coffres forts. Mais pas d'inquiétude, Divibot va te l'expliquer comme si tu avais 3 ans. Enfin, presque. Alors accroche-toi bien, parce que les prochaines minutes vont changer ta vie, ou du moins, elles vont rendre tes pertes un peu moins humiliantes. Chapitre 1, Monte-Carlo expliqué simplement, section 1.1, l'origine du nom. Commençons par une question fondamentale. Pourquoi les mathématiciens ont-ils appelé cette méthode Monte-Carlo? Vous pensez peut-être que c'est un hommage au prince Albert de Monaco? Faux. Vous pensez que c'est le nom du café où les traders pleurnichent à leurs pertes? Aussi faux. La réponse est bien plus simple et tellement plus amusante. En 1949, deux physiciens brillants, von Neumann et Ulam, travaillaient sur des modèles nucléaires complexes. Ils ont réalisé qu'au lieu de résoudre ces équations horribles mathématiquement, ils pouvaient simuler le hasard, littéralement générer des milliers de scénarios aléatoires pour trouver la réponse. Et vous savez quoi? Ils ont décidé d'appeler cette méthode Monte-Carlo, en référence au célèbre casino de Monaco, parce que la méthode repose entièrement sur le hasard et la probabilité, exactement comme les jeux de casino. Sauf que voilà, et c'est important, écoutez bien, contrairement au casino de Monaco où la maison gagne toujours, en finance, nous utilisons le hasard à notre avantage, c'est comme si nous avions trouvé une faille dans la matrice des marchés financiers. Au casino, votre probabilité de perdre est environ de 52% sur le long terme. C'est mathématiquement prouvé, d'ailleurs. Mais avec Monte-Carlo, nous pouvons identifier les jeux où la probabilité est en notre faveur. Et ça, c'est révolutionnaire. Voilà pourquoi les hedge funds dépensent des millions en serveurs informatiques pour faire des simulations Monte-Carlo jour et nuit. C'est pas juste pour le plaisir de chauffer leur bureau. Ils savent que comprendre les probabilités, c'est comprendre l'argent. Section 1.2, le concept de base. Ok, parlons du concept réel maintenant. Imaginez que vous êtes un trader qui regarde Apple, le prix est à 190 € maintenant. Vous vous demandez, est-ce que ça monte ou ça descend dans les 30 prochains jours? 3 options s'offrent à vous. Option 1, vous appelez votre cousin qui comprend la bourse parce qu'il a une fois gagné 50 € en jouant à une action recommandée sur un forum internet. Statistiquement, vous avez à peu près autant de chances de réussite qu'une poule qui parie sur la météo. Option 2, vous regardez une analyse d'un gars charismatique sur YouTube qui crie « C'est un achat, à la lune, sans raison particulière ». Spoiler alerte, c'est un gars qui vend aussi des cours de trading. Drôle comme hasard. Option 3, vous utilisez Monte-Carlo. Et voilà ce qui se passe quand vous utilisez Monte-Carlo. Vous dites à votre ordinateur « Écoute, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Alors, génère-moi 1000 scénarios possibles différents. Pour chaque scénario, simule jour après jour comment le prix pourrait bouger, en utilisant le comportement historique de Apple et une dose de hasard contrôlée. Et là, après 30 secondes de calcul, votre ordinateur vous revient avec les résultats. Dans 650 scénarios, Apple monte. Dans 350, ça descend. En moyenne, le prix final est à 184 €, avec une oscillation entre 170 et 200 €. Boum! Soudainement, vous n'avez plus juste un avis vague, vous avez des statistiques. Vous savez que vous avez environ 65% de chances de gagner de l'argent, et vous savez exactement combien vous pourriez perdre dans le pire scénario. C'est pas magique, c'est la mathématique, et c'est infiniment plus fiable que votre cousin ou que le gars YouTube. Et voici la vraie merveille, vous pouvez faire ça pour chaque action du marché. Avec 1000 simulations chacune, et comparer les résultats. Trouvez les actions les plus probables de monter, identifiez les actions à éviter qui sont des pièges statistiques. Section 1.3, les 5 étapes du processus. Maintenant, comment ça fonctionne réellement? Je vais te décortiquer les 5 étapes. Étape 1, récupérer les données historiques. Vous allez sur Yahoo Finance, Google Finance, ou votre broker préféré. Vous téléchargez un an, idéalement 3 à 5 ans, de données historiques pour Apple. Vous obtenez les prix de chaque jour, les rendements, tout. Pourquoi? Parce que le passé nous dit quelque chose sur le présent. Apple a eu une volatilité historique d'environ 28% par an.
ça veut dire que l'action bouge pas mal. Ça change tous les jours, mais en moyenne, le prix s'écarte du prix moyen de 28% sur une année. Un rendement moyen de 12% par an, ça veut dire que sur le long terme, Apple monte. Pas tous les jours, mais en général. Ces chiffres, ce sont vos briques de construction. Étape 2, définir les paramètres. Vous décidez, je veux savoir ce qui va se passer dans 30 jours. Vous dites aussi, je vais faire 1000 simulations. Ou 10 000, selon le temps que vous avez. Plus vous faites de simulations, plus vos résultats sont précis. C'est la loi des grands nombres en statistique. 1000 simulations, vous avez 68% de confiance. 10 000 simulations, vous avez 92% de confiance. C'est un changement énorme. Vous définissez aussi votre prix de départ, 190 €. Votre volatilité estimée, 28%. Votre drift, c'est-à-dire votre rendement moyen, 12%. Et c'est parti, les déroule virtuellement, 1000 fois. Étape 3, lancer les simulations. Ici, c'est où la magie des ordinateurs entre en jeu. Pour chaque simulation, l'ordinateur fait une simulation jour après jour. Le jour 1, Apple à 190 €, plus la tendance du jour, plus un nombre aléatoire. Ça donne, disons, 189,50 €. Le jour 2, 189,50 €, plus la tendance du jour, plus un nouveau nombre aléatoire. Ça donne peut-être 191 €. Et ainsi de suite, 30 jours d'affilée. À la fin de la simulation, vous avez un prix final. Disons, 184 €. Ça c'était la simulation numéro 1. Ensuite, tout recommence. Simulation 2, 3, 4, 1000. À la fin, vous avez 1000 prix finaux différents. Et là, les statistiques commencent. Étape 4, analyser les résultats. Vous regardez tous ces 1000 prix finaux. Combien sont supérieurs à 190 €? C'est votre probabilité de gain. Disons, 650. Ça veut dire 65% de chance de gagner. Quel est le prix moyen de tous ces 1000 prix finaux? 184 €. C'est votre rendement attendu. Quel est le prix le plus bas observé? 170 €. Le plus haut? 205 €. Ça vous donne votre intervalle de confiance. Et le plus important, le ratio risque-récompense. Si vous achetez Apple maintenant à 190, vous risquez de perdre jusqu'à 20 € dans le pire cas. Mais vous pouvez potentiellement gagner 15 € en moyenne. Ça vous donne un ratio risque-récompense de 3 pour 2. C'est bon. C'est profitable à long terme. Étape 5, prendre une décision. Maintenant vient la partie où vous avez raison ou tort. Si vous voyez une probabilité de gain supérieure à 65%, c'est généralement un bon signal. Vous achetez. Vous mettez votre prise de profit à 199 € et votre stop loss à 180 €. Vous minimisez votre risque, vous maximisez votre récompense. Si c'est entre 50 et 60%, c'est neutre. Vous attendez, il y a probablement une meilleure opportunité ailleurs. Si c'est en dessous de 45%, c'est un passage. Vous l'ignorez royalement, vous allez chercher quelque chose de mieux. Et voilà, c'est le processus complet. Pas de magie, juste des mathématiques. Chapitre 2, le mouvement brownien géométrique, section 2.1, l'histoire du mouvement brownien. Maintenant, parlons du truc vraiment cool. Le truc qui fait que Monte-Carlo fonctionne. C'est quoi le mouvement brownien? Excellente question. Et l'histoire derrière, c'est vraiment fascinant. En 1827, il y avait un botaniste écossais nommé Robert Brown. Pas le joueur de football, le botaniste du 19e siècle. Il regardait du pollen de plantes flottant dans l'eau sous un microscope. Et vous savez ce qu'il a observé? Le pollen bougeait constamment, de manière complètement aléatoire, dans tous les sens. Pas selon un pattern, pas selon une direction. Juste, bouger partout. Pourquoi? Parce que les molécules d'eau frappaient constamment le pollen, le poussant dans tous les sens. C'était un mouvement perpétuel, aléatoire, mais somehow prévisible en termes statistiques. Donc Brown a décrit mathématiquement ce mouvement. C'est devenu le mouvement brownien, ou le processus de Wiener, dans les maths un peu plus chic. Ensuite, des physiciens l'ont étudié. Einstein l'a étudié aussi. Et finalement, les financiers ont dit, attends une seconde, le prix des actions bouge aussi de manière aléatoire, comme le pollen. Et ils ont raison, les prix des actions se déplacent jour après jour, affectés par des milliers de traders, des milliers de nouvelles économiques, des millions d'émotions différentes. Exactement comme le pollen est affecté par des milliards de molécules d'eau. Voilà pourquoi les financiers ont pensé, si nous pouvons modéliser le mouvement brownien, nous pouvons modéliser les prix des actions, et voilà comment ça a commencé. Section 2.2, la formule magique décryptée. Maintenant, je vais vous révéler la formule secrète que les hedge funds gardent sous clé.
DS, H, MS, DT plus, SS, DW. Ouais, je sais. C'est un peu intimidant au premier abord. Ça ressemble à un sort de sorcier mathématique. Mais je vous jure, une fois décortiqué, c'est plutôt simple. Laissez-moi vous l'expliquer. DS, c'est le changement du prix. Si le prix passe de 100 € à 100,50 €, c'est un changement de 50 centimes. DS, 50 centimes. Mi prononcé mu. C'est le drift, la tendance générale. C'est votre rendement moyen annualisé. Pour Apple, c'est à peu près 12% par an. Ça veut dire qu'en moyenne, Apple monte de 12% chaque année. S, c'est le prix actuel. 100 €. T, c'est un petit pas de temps. On utilise souvent un jour. Donc, DT sera 1 sur 252, parce qu'il y a 252 jours de trading par an. S, prononcé, sigma. C'est la volatilité annualisée. Pour Apple, c'est 28%. Ça capte à quel point le prix bouge. W, c'est un nombre aléatoire avec une distribution gaussienne, normale. Entre 3 et plus 3, mais la plupart du temps entre 1 et plus 1, c'est différent chaque jour. Ok, maintenant, la vraie magie. La formule se décompose en deux parties. Première partie, le déterminisme MSDT, c'est la tendance prévisible, c'est le drift, CM 0.12, 12%, S, 30 ans, DT, 1252, alors MSDT, 0.12, 30 ans, CRA, 1252, 0. Ça veut dire que chaque jour, juste par la tendance, votre action monte de 4 centimes environ. Sur 252 jours, ça fait 12 €, soit 12%. Ça marche. Cette partie rend compte du fait que les actions ont une tendance générale à monter ou à baisser. Deuxième partie, le hasard SSDW, c'est le bruit, le hasard. Si S, 0,28, 28%, S, 100, DW peut être plus 1 ou 1. Alors SSDW, 0,28, 100, CR 1, 28, ou 0,28, 100, CRA 1, ARS, 28. Ça veut dire que chaque jour, vous pouvez avoir un mouvement de plus 28 € ou moins 28 €, juste par hasard. C'est la volatilité que vous voyez sur le graphique jour après jour. Et voilà, mettez les deux ensemble, et vous obtenez le prix de demain, prix d'aujourd'hui, plus tendance du marché, plus un peu de hasard, c'est exactement ça. Et vous savez pourquoi c'est le mouvement brownien géométrique et pas arithmétique? Parce que si on utilisait le mouvement brownien arithmétique normal, le prix pourrait devenir négatif. Et vous ne pouvez pas avoir une action à 50 €. Ça n'existe pas dans la réalité. Le mouvement brownien géométrique garantit que le prix reste toujours positif, c'est mathématiquement élégant et réaliste. Section 2.3, pourquoi Black-Scholes l'ont choisi. En 1973, deux financiers brillants, Fisher Black et Myron Scholes, ont pris cette formule du mouvement brownien géométrique et ont construit un modèle révolutionnaire pour évaluer les options d'achat et de vente. Pourquoi ils ont choisi le mouvement brownien géométrique? Il y a plusieurs raisons. Première raison, élégance mathématique. Pour le mouvement brownien géométrique, il existe une solution fermée à la formule d'évaluation des options. C'est beau mathématiquement. Pas besoin d'itérations compliquées. Juste une formule, et boum, vous avez le prix de l'option. Deuxième raison, réalisme. Comme je l'ai dit, le prix ne devient jamais négatif. C'est un avantage énorme par rapport aux autres modèles. Troisième raison, parcimonie. La formule n'a que deux paramètres à estimer, M et S. Ça rend le modèle simple mais puissant. Pas de surparamétrage ridicule qui rend les choses impossibles à calibrer. Quatrième raison, validation empirique. Sur les vraies données de marché, le modèle fonctionne décemment bien. Pas parfaitement, mais suffisamment pour être utile. Et voilà pourquoi le modèle Black-Scholes est devenu le standard mondial dans l'évaluation des options, et voilà pourquoi Myron Scholes a reçu le prix Nobel d'économie en 1997. Fisher Black était décédé avant, donc il n'a pas reçu le prix, malheureusement. Mais le prix Nobel reconnaît l'importance de cette contribution. C'est ça le truc, quand vous comprenez le mouvement brownien géométrique, vous comprenez comment les marchés financiers modernes fonctionnent. Section 2.4, les limites critiques. Maintenant, parlons des points faibles. Parce que oui, même un outil aussi puissant que Monte Carlo avec le mouvement brownien géométrique a des failles, et c'est important que vous les connaissiez. Limite numéro 1, l'hypothèse de normalité. Le modèle suppose que les rendements suivent une distribution normale, une courbe en cloche classique, mais en réalité, les marchés ne sont pas si bien élevés. Les crashs extrêmes arrivent plus souvent que le modèle le prédit. Les queues épaisses, comme les appellent les statisticiens, ne sont pas capturées. En 2008, quand tout s'est effondré, les modèles prédisaient que c'était un événement sur 1000 ans, et pourtant, ça s'est passé. Même chose en 2020, avec la pandémie,
Le Covid a causé le plus grand crash en une semaine depuis la Grande Dépression. Les modèles disaient que c'était impossible. Nassim Taleb a écrit un livre entier appelé « The Black Swan » pour critiquer exactement ce point. Les événements rares et extrêmes arrivent plus souvent qu'on pense. Monte-Carlo peut sous-estimer le risque réel. Limite numéro 2, paramètres stationnaires. Le modèle suppose que la volatilité S et le drift M restent constants, mais ils ne le sont pas. La volatilité explose lors des crises. Ça peut tripler en une journée. Les rendements moyens ne sont pas stationnaires non plus. Avant la crise financière, tout le monde gagnait de l'argent. Pendant la crise, tout le monde en perdait. Le modèle ne capture pas ces changements de régime. Limite numéro 3, indépendance des stocks. Le modèle simule chaque action indépendamment, mais en réalité, tout est corrélé. Lors d'un crash du S&P 500, vous pensez que quelques actions vont monter pendant que d'autres baissent? Non. Elles baissent presque toutes ensemble. La corrélation se rapproche de 1, ce qui veut dire qu'elles se déplacent en tandem. Monte-Carlo ne capture pas ça. Limite numéro 4, les événements signes noirs. Monte-Carlo ne peut absolument pas prédire les événements rares et extrêmes. Une déclaration de guerre, une faillite surprise, une pandémie, un krach électoral. Ces choses arrivent sans prévenir, et aucun modèle statistique ne peut les voir venir si elles ne se sont jamais produites auparavant. C'est l'une des critiques les plus valables du système. Alors oui, Monte-Carlo est puissant, mais ce n'est pas une boule de cristal, c'est un outil, et les outils ont des limites. Chapitre 3, comparaison réelle, CAC 40 vs S&P 500, section 3.1, les données. Maintenant, parlons de choses amusantes. Regardons les vraies données et voyons ce que Monte-Carlo nous dit sur deux indices majeurs en ce moment même. Le CAC 40, c'est l'indice français. Le S&P 500, c'est l'indice américain des 500 plus grandes entreprises. Voici ce que nous obtenons quand nous appliquons Monte-Carlo avec 10 000 simulations sur chaque action, sur un horizon de 30 jours. Pour le S&P 500, probabilité de gain moyen, 53%, c'est un petit peu mieux que pile ou face, mais c'est tout. Rendement attendu, 2% sur 30 jours. Ça veut dire que si vous investissez 1000 € dans l'indice entier, vous attendez environ 18 € de profit en un mois. Volatilité moyenne, 33%. C'est un peu élevé. Ça veut dire que les actions bougent pas mal. Ratio risque-récompense moyen, 1, c'est bon, mais pas fantastique. Maintenant, le CAC 40. Probabilité de gain moyen, 57%. Ça monte à 57%. C'est notablement mieux que le S&P 500. Rendement attendu, 2% sur 30 jours. C'est environ 30% mieux que le S&P 500. Volatilité moyenne, 31%. Légèrement moins volatile. C'est mieux. Ratio risque-récompense moyen, 2, c'est meilleur que le S&P 500. En d'autres termes, les données statistiques nous disent que le CAC 40 est actuellement plus attractif que le S&P 500. Les Français dominent, oh là là, qui aurait cru? Section 3.2, les actions à éviter. Mais attendez, il y a plus. Nos simulations ont aussi identifié les actions les plus dangereuses dans chaque indice. Dans le S&P 500, les 10 pires actions. FDS avec seulement 23% de probabilité de gain. C'est catastrophique, ça veut dire que vous avez plus de chances de perdre que de gagner. FI avec 28% de probabilité de gain et un rendement attendu de moins 9%, c'est-à-dire que statistiquement, vous allez perdre de l'argent, et beaucoup. CLX, IT, CMG, CAG, STZ, ARE, IFF, CMCSA, tous avec moins de 32% de probabilité de gain. Mon conseil, vous les touchez pas, vous passez votre chemin, il y a beaucoup de meilleures opportunités ailleurs. Et le CAC 40, c'est un peu mieux, seulement 4 actions sur 40 ont moins de 40% de probabilité de gain. Ça confirme que statistiquement, le CAC 40 est plus sain en ce moment. Cependant, il y a des pièges aussi. MELN.PA, par exemple. Probabilité de gain, 36%. Volatilité, 79%. C'est pas une action, c'est une montagne russe. Vous allez avoir des ulcères. Mais il y a aussi des opportunités. Vive PA avec un rendement attendu de 6%, ça sort du lot. Rendement attendu positif dans un horizon court, c'est rare. Et voilà comment vous utilisez les données Monte-Carlo pour filtrer les opportunités et les pièges. C'est du vrai trading stratégique basé sur les statistiques. Chapitre 4, Application pratique, section 4.1, comment utiliser Monte-Carlo pour décider. D'accord, maintenant vous savez comment fonctionne Monte-Carlo théoriquement, mais comment vous l'utilisez pour vraiment gagner de l'argent, c'est ça la question. Scénario pratique. Vous regardez l'action Tesla, elle se négocie à 250 €. Vous lancez une simulation Monte-Carlo, 10 000 trajectoires sur 30 jours, les résultats reviennent, probabilité de gain, 62%.
Rendement attendu, 3%, donc environ 8 euros. Intervalle de confiance 95%, entre 225 euros et 295 euros. Ratio risque-récompense, 2, donc voilà comment vous pensez. Si j'achète Tesla à 250 euros, je peux mettre mon prise de profit à 258 euros, parce que c'est le rendement attendu. Mon stop-loss peut être à 245 euros, ce qui minimise ma perte. Je risque 5 euros pour potentiellement gagner 8 euros. Le ratio est 1 pour 2, c'est profitable à long terme. Avec 62% de probabilité de succès, mon espérance mathématique est positive, je fais le trade. Et boum. C'est facile. Mais voilà la partie importante, c'est basé sur les données, pas sur vos sentiments. Section 4.2, le money management. Mais voilà où la plupart des gens se trompent, ils font des simulations, ils obtiennent les données, et ensuite, ils mettent tous leurs euros dans ce trade. Mauvais. Terrible. Voici comment le vrai money management fonctionne. Si la probabilité de gain est supérieure à 70% et le ratio risque-récompense est supérieur à 2 pour 1, vous pouvez risquer 2% de votre capital total. Si c'est 60% et 1,5 pour 1, vous risquez 1% de votre capital. Si c'est 55% et 1 pour 1, vous risquez seulement 0,5%. Si c'est inférieur à 50%, vous ne faites pas le trade. Point. Pourquoi ? Parce que même les modèles statistiques se trompent. Si vous mettez 100% de votre argent sur une seule trade avec 62% de chances de succès, vous avez 38% de chances de perdre 100% de votre argent. C'est un ruine certaine à long terme. Mais si vous risquez 1% et que vous faites 1000 trades, avec 62% de succès et 1,5 pour 1 de ratio, vous gagnez de l'argent à long terme. C'est mathématiquement garanti. C'est la vraie stratégie. Section 4.3, autres applications. Et vous savez quoi ? Monte Carlo ne s'arrête pas à la prédiction de prix. Application numéro 1, construction de portefeuille. Vous avez 40% en actions, 30% en obligations, 30% en cash. Vous voulez savoir, dans le pire cas du pire cas, combien je peux perdre cette année. Vous lancez une simulation Monte Carlo sur votre portefeuille entier. Vous découvrez que dans 95% des cas, vous perdrez maximum 12%. Ça vous donne la paix d'esprit. Vous savez quel est votre risque réel. Application numéro 2, backtesting. Vous avez une stratégie de trading, acheter quand le prix monte 3 jours de suite, vendre à la première baisse. Vous lancez cette stratégie sur les 10 dernières années en utilisant Monte Carlo, vous découvrez que ça gagne 35% par an en moyenne. Excellent. Mais vous avez aussi un drawdown maximal de 40%, ça veut dire que parfois, vous avez besoin de supporter 40% de pertes avant de revenir au succès. Vous savez ça à l'avance, vous êtes préparé mentalement, vous ne paniquez pas. Application numéro 3, stress testing. Et si la volatilité doublait ? Et si les taux d'intérêt montaient de 3% ? Et si nous avions un nouveau crash de 2008 ? Vous le testez avec Monte Carlo, vous voyez comment votre portefeuille se comporterait, et vous vous préparez. Et voilà, application pratique, les vrais trucs que Wall Street utilise. Conclusion. Alors, résumé rapide. Monte Carlo, c'est une méthode pour générer des milliers de scénarios possibles basés sur les données historiques et la volatilité. Le mouvement brownien géométrique, c'est la formule mathématique qui rend Monte Carlo possible. Combinés ensemble, ils vous permettent de voir les probabilités réelles, pas juste des suppositions, pas juste des avis d'experts, des données. Les données du CAC 40 maintenant sont meilleures que le S&P 500. Les données nous disent quelles actions éviter et lesquelles sont des opportunités. Et si vous apprenez à utiliser ça, vous transformez votre trading de « j'espère que ça marche » à « je sais que ça fonctionne en moyenne ». C'est ça la différence entre les amateurs et les pros. Et maintenant que vous savez ça, vous n'avez plus d'excuses. Merci de m'avoir écouté, Divibot revient bientôt avec le code Python détaillé dans l'épisode 2, restez connectés, restez profitables, bip boop, à la prochaine, champion.